Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, série spéciale Semences paysannes du monde, épisode 15. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale Semences paysannes du monde. Cette série, elle est réalisée en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et elle a été enregistrée à l'occasion des rencontres internationales des semences paysannes qui a eu lieu à Antibes en octobre 2024. Elle nous embarque dans un tour du monde des combats pour le maintien de la biodiversité cultivée et des semences paysannes. C'est l'occasion d'avoir un aperçu de la gestion des semences, mais aussi du système agricole de plusieurs pays du monde. Et aujourd'hui, c'est Mélissa qui interroge Issa de l'Association des agronomes arabes en Palestine. Issa n'a malheureusement pas pu venir en France au moment des rencontres internationales, car le conflit israélo-palestinien était dans une phase critique juste au moment de ces rencontres en octobre 2024, comme vous avez pu déjà l'entendre dans l'épisode 10 de cette série au Liban, avec l'association Bouzurouna Jouzurouna. Mélissa a donc fait un entretien en visio une semaine après les rencontres, d'où la différence de son entre les deux protagonistes. Bonne écoute! Du coup, c'est dommage que vous n'ayez pas pu participer malheureusement à la rencontre la semaine dernière. Malheureusement, en fait, la situation est un peu difficile quand même. Dans mon quartier, donc c'est un quartier un peu difficile où j'habite, et très proche de Calandia, de checkpoints, etc. Mhm. Et voilà, donc toujours il y a des événements, il y a des soldats et tout ça. Et merci d'avoir accepté du coup de Ouais, faire cet merci, échange en visio. Je- merci Mélissa. Du Très coup, bien. est-ce que Issa, vous pouvez vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes et présenter aussi du coup Arab Agronomist Association? Ok, donc je m'appelle Issa Al-Chatler, je suis d'origine de la ville de Béjala. Béjala, c'est la région de Bethléem, c'est le sud de Jérusalem. Moi, j'avais la chance de faire des études en France, dans le secteur agricole, mais spécialisé donc dans le secteur production animale. Après, donc, j'ai repris plein de choses ici. Ensuite, j'ai fait aussi un master de développement local à la Faculté catholique de Lyon, en France. Et après ça, donc, je continue des études aussi à Bethléem dans le tourisme social. J'essaie un peu tout mixer ensemble, l'agriculture, le développement et le tourisme social. Social solidaire, en fait. Mais aussi, en même temps, donc, par rapport à mon travail, je travaille beaucoup dans des associations agricoles. Et parmi ça, donc, Vétérinaires sans frontières. Après, donc, j'étais avec PFU, l'Union des fermiers palestiniens. C'est le seul, ou bien le plus grand syndicat agricole en Palestine. Ensuite, j'ai passé travailler donc comme un consultant, mais maintenant je suis intégré donc à l'association Arab Agronomist Association, bien l'association des agronomes arabes, qui a été créée donc 2007. Donc, elle travaille sur trois objectifs principaux. Le premier, c'est de renforcer la capacité, l'apprentissage pratique des agronomes palestiniens. Pourquoi? Parce qu'après leurs études, donc dans l'université chez nous, donc il y a beaucoup de théories. Les théories, donc il n'y a pas beaucoup de pratiques. Et nous, à travers des formations pratiques, des différentes formations, on peut dire, on essaie de renforcer leurs capacités. Deuxième chose, de travailler sur l'expérimentation agricole, de faire des expérimentations, bien sûr, avec les agronomes palestiniens, et essayer de comprendre, chez nous maintenant, dans la situation globale pour le changement climatique, le réchauffement de la Terre, et tout cet aspect, donc, vraiment, il a affecté directement donc, l'agriculture en Palestine. On essaie un peu donc, de faire des expérimentations, mais toujours travailler sur l'agroécologie. Donc, le principe de l'association Triple A, donc Arab Agronomist Association, Triple A,
c'est l'agroécologie, l'environnement, respecter l'environnement, travailler pour développer l'agroécologie et l'écologie dans le même temps. Et d'ici, donc, on essaie de faire des expérimentations pour maîtriser des solutions pour le secteur agricole. Le troisième objectif, c'est transférer cette compétence, cet apprentissage et le nouvel expériment pour les producteurs agricoles. Donc, ça, c'est les trois objectifs généraux qu'on travaille actuellement. Merci. Qu'est-ce qui influence du coup les pratiques agricoles aujourd'hui en Palestine? Voilà. Malheureusement, donc, la Palestine, donc, quand je parle de la Palestine, de la Cisjordanie, et on parle d'après 1967 jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de pratiques qui sont liées à l'occupation israélienne. Donc, le secteur agricole en Palestine, c'est un secteur riche. Donc, nous avons aussi des différentes atmosphères en Palestine, dont on peut produire différents types de production et avec une continuité sur l'année. Ça veut dire, pour le tomate, on peut 4 à 5 saisons de tomates chez nous. Pourquoi? Parce que nous avons la vallée du Jourdain, nous avons aussi donc les Eastern Slopes, ou bien comme dit, la côte de l'Est, nous avons la côte de l'Ouest, nous avons les semi-montagneuses, nous avons aussi les zones montagneuses. Ça veut dire qu'il y a pas mal de différentes atmosphères, différentes zones où on peut produire de différents produits toute l'année. Mais malheureusement, donc avec l'occupation, il y a trois problèmes qu'on fasse, ou bien qui affectent le secteur agricole en Palestine. La première chose, c'est l'accès à la terre. L'accès à la terre, donc ça veut dire maintenant la terre agricole fertile en Palestine, ça existe dans les zones C. Dans les zones C, par rapport à la division de l'Oslo, il y a les zones A, B, C. Les zones A, normalement, c'est le contrôle autorité palestinienne, administratif et armé. Les zones B, c'est les villages. OK? Ça, c'est les zones A, c'est les villes, les grandes villes. Après, les zones B, c'est les villages, les petites villes alentours. Mais aussi, c'est contrôlé administrativement ou bien géré administrativement par les Palestiniens et contrôle israélien militaire. Les zones C, totalement gérées, contrôlées par les Israéliens. Et là se trouvent toutes les ressources agricoles, l'infrastructure, les ressources naturelles en Palestine. Par exemple, l'eau, ça existe dans cette zone, dans les zones C. Et pour nous, c'est interdit de creuser des citernes ou bien des puits chercher l'eau. Donc, nous, on a seulement 16%, on utilise seulement 16% de nos ressources d'eau dans les zones C, ou bien en général, même en Palestine. Et dans cette zone aussi, donc, il y a beaucoup de confiscation de terre, l'accès à la terre. Donc, il y a beaucoup de confiscation pour les colonies. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, par exemple, c'est la saison de la cueillette des olives, et la cueillette des olives. Et beaucoup de producteurs agricoles, de familles, ils n'arrivent pas à arriver jusqu'à leur terre faire la cueillette des olives. Ils sont chassés par les soldats, par le colon. Il y a beaucoup de terres qui étaient brûlées, etc. Et ça, c'est la première accès, ou bien l'accès à la terre. La deuxième, c'est l'accès à l'eau. Moi, j'ai un peu parlé de l'eau, mais aussi l'eau. Il faut imaginer, donc, un producteur agricole n'arrive pas à arriver à sa terre, ou bien il n'arrive pas bien à travailler sa terre. Et deuxième chose, donc, il n'a pas d'eau. Comment produire? Ça, c'est un problème. OK? Donc, l'eau aussi, c'est un axe, bien, un élément très principal, très important pour nous. La troisième chose, donc, les frontières. Et nous, toutes les frontières, soit internes, soit externes, c'est contrôlé par Israël pour le transport des produits d'une zone à l'autre, etc. Mais aussi, donc, nous, on parle, nous sommes maintenant donc, avec
la mondialisation et le changement maintenant. Donc, malheureusement, donc, il y a un pourcentage très élevé en Palestine qui ont des producteurs agricoles qui utilisent les OGM, ok, les semences OGM. Alors, tous les semences, les engrais, soit les pesticides, tout ça, nous, on les fabrique ici, on ne fabrique pas ici en Palestine, on l'importe de l'extérieur, soit importé d'Israël, soit par Israël. Et tout ça, c'est Israël qui contrôle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre marché, ou bien au niveau du secteur agricole en général? Et beaucoup de semences, donc, comme on n'avait pas une stratégie très claire, très forte, pour reproduire des semences locales, ok? Donc, majorité maintenant utilise les semences OGM ou bien modifiées, soit importées, ok? Même si c'est pas OGM, mais c'est importé, donc c'est pas local. Et là, donc, on a perdu une valeur sociale, culturelle très riche dans le secteur agricole. Deuxième chose, quand on plante ce type de semences, alors, ces semences, il faut certains produits, ou bien des pesticides, ou bien certains des engrais chimiques pour ces semences. C'est pas local, c'est pas naturel, ok? Donc, on doit aussi importer les semences, les pesticides et les engrais, soit par Israël, soit d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de pesticides en Palestine qui sont interdits au niveau international. Donc, ils viennent au niveau du trafic chez nous, sont interdits. Ils n'ont pas permis de l'utiliser. Mais quand même, il y a beaucoup de producteurs agricoles qui l'utilisent. Et quelquefois, il y a les producteurs agricoles, ils savent que ces produits sont interdits, quelquefois non. Parce que c'est vendu dans le marché pour traiter certaines maladies, etc. OK? Et même aussi les engrais pareils. Il y a beaucoup aussi des fausses produits, soit des pesticides, soit des engrais. C'est n'importe quoi, ils les vendent n'importe quoi. Et là, donc, on trouve qu'il y a beaucoup de produits dans le marché local infectés par les pesticides. Donc, si on prend n'importe quel légume pour l'être analysé, donc on trouve une quantité de pesticides là-dedans. Et là, donc, ça affecte aussi donc, la société en général, les maladies, les cancers, etc., etc. Mais tout ça, ça donnait aussi, elle a joué un rôle pour effectuer aussi le changement climatique en Palestine. Le changement climatique, c'est global, mais aussi en Palestine, on le, on le voit aussi très clair. Et il y a la dégradation de la terre. Maintenant, plus en plus, il y a des maladies dans la terre. OK? Et aussi, la terre, aussi le sol, elle est faible, elle est pauvre. Donc, il n'y a pas des éléments organiques, il n'y a pas des macro-organismes, oui, qui existent dans la terre. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une production agricole très faible. OK? Donc, ça veut dire qu'on faut intensifier l'utilisation des engrais chimiques, les pesticides, etc. La terre, elle est presque, il y a beaucoup de terres qui sont mortes. Ça ne marche pas, sauf si on utilise beaucoup de quantités soit des engrais, soit des pesticides. Et aussi, le produit aussi, c'est infecté, donc tous les produits infectés. Et nous sommes dans un problème, c'est pas seulement donc on parle d'une zone donnée en Palestine, mais ça, c'est en général en Palestine. Mais, sorry. Mais le pire aussi, c'est en Israël. En Israël, travaille sur l'agriculture intensive. Ici, nous avons aussi l'agriculture intensive, mais aussi on a l'agriculture locale dans certaines zones. Et là aussi, donc, l'agriculture locale, ou bien on dit baladé ou bien locale, a commencé à infecter. Parce que les gens, les petits producteurs, qui ont un petit terre, il essaie un peu augmenter la quantité de sa production. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà,
Je ne vais pas rester faire un produit local, je vais changer les méthodes de production. Et là, donc, elle va passer à utiliser donc l'engrais chimique, les pesticides, ou bien les semences qui viennent de n'importe quoi. Et là, donc, vraiment, on est dans une situation critique au niveau agricole. Ça, c'est qu'est-ce que ça donne en Palestine. Et du coup, comme la nourriture palestinienne, enfin, dans la mesure où il y a beaucoup d'OGM, de pesticides, etc., les Palestiniens, ils vont plus consommer des produits de Palestine ou finalement ils vont se diriger vers des produits qui vont être importés? Donc, importer, c'est pas facile parce que, comme je disais, donc, on ne peut pas importer direct, non. Mhm, Mais on a la possibilité de produire ici en Palestine. OK? C'est pas facile pour nous d'importer, sauf qu'il faut importer par Israël. OK? mhm, Et les Israéliens sont toujours dans l'intermédiaire. Et dans certaines saisons, on importe. OK? On achète soit d'Israël, soit par Israël. On importe. Mais en général, on essaie de faire la euh, autosuffisance. C'est pas facile. Jusqu'à maintenant, la Palestine ne sommes pas dans la phase de autosuffisance. C'est pour ça donc on achète beaucoup de produits d'Israël. Pourquoi donc on achète d'Israël? Donc il y a des commerçants. C'est qui contrôle le marché chez nous? C'est les commerçants. Et chez nous, c'est un marché ouvert. Parce que comme je disais, donc les frontières, c'est contrôlé par Israël. C'est pas par les Palestiniens. Ça veut dire, dans le marché israélien, donc ils produisent leurs produits, le surplus, qui n'est pas la bonne qualité, ils les vendent dans notre marché. C'est facile de l'envoyer dans notre marché avec des prix très cassés, pas très chers. OK? Qu'est-ce que ça donne? Donc, ce produit israélien qui vient dans le marché local, produit agricole bien sûr, et il fait la concurrence de produits locaux palestiniens. mhm. OK? Donc, ça, c'est moins cher. Et quelquefois, on le voit meilleur, mais ce n'est pas la même qualité. La qualité locale, elle est meilleure. OK? Mais en même temps aussi, les Israéliens ils achètent de nous des produits agricoles. Mais avant de l'acheter, donc ils font l'analyse des pesticides, etc., etc. Il faut que ce soit corresponde aux normes. Mais qu'est-ce que nous vendent? C'est n'importe quoi. Jamais ça correspond aux normes. Ouais, ça c'est ce qui se passe en Palestine. Malheureusement, le pouvoir économique, le pouvoir d'achat en Palestine, la situation économique, c'est fragile, c'est faible. Et beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils cherchent le produit le moins cher. Le produit le moins cher, c'est le produit qui vient d'Israël. D'accord. OK? Mais même produit en Israël, ça vend deux, trois fois plus cher que chez nous. Et quand là on va chez nous, et là on voit, c'est le produit n'importe quoi, donc ça vend moins cher. Ok, donc ouais, effectivement, il y a quand même une concurrence déloyale vis-à-vis des produits israéliens, là, pour le coup. Euh, mais ça, c'est, oui, c'est pas la royauté, mais c'est forcé. Mm. Parce que comme la situation économique est fragile, les gens, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de légumes, de fruits, de manger. Alors, quand ils sont dans le marché, ils achètent le moins cher. Il faut imaginer une famille de 5 6 personnes. Donc, à la place de dépenser, par exemple, 50 euros, comme ça, elle va dépenser 30 Mhm. pour l'achat des produits agricoles, etc. Ça, c'est un exemple. C'est pour ça, donc, on est forcé. Mais maintenant, donc, on essaie de travailler sur l'agriculture, donc, secteur agricole, au niveau de l'agroécologie, donc, aussi les produits self-product. Self-product, c'est le produit, comment dire, protégé, ou bien, comment dire, euh, je ne sais pas, j'ai oublié le nom en français, mais voilà, donc c'est des produits qui sont un peu locaux, mais que c'est pas totalement, il n'y a pas de normes, mais qu'ils ont plus en plus, donc il n'y a pas de pesticides, ou bien la quantité de pesticides utilisés, c'est beaucoup moins que d'habitude.
Merci. Et là, à l'heure actuelle, quel danger vous percevez enfin, pour les semences paysannes en Palestine, du coup? Ouais, donc, nous avons aussi, j'ai un peu parlé maintenant, donc il y a beaucoup de producteurs agricoles Mhm. qui ont laissé un peu changer leur mode de production pour les bénéfices, pour faire un peu plus d'argent. Et les semences chez nous en Palestine, donc on a seulement maintenant un seul banque de semences. Il y avait un deuxième, c'est un Hébron dans la région de Hébron. Il y avait une banque de semences aussi dans la région de Bethléem. Mais cette banque aussi, donc, avec nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'a pas de financement suffisant pour développer cette banque de semences. Elle est trop petite. Travailler avec cinquantaine de personnes. Mais maintenant, on n'a pas suffisamment d'argent pour faire fonctionner cette banque. Mais aussi, donc, nous avons aussi pas mal de semences locales en Palestine. Mais ça, c'est à l'échelle paysanne eux-mêmes. C'est à l'échelle des producteurs lui-même. Ça veut dire chaque producteur, dans certains villages, ils produisent leurs semences eux-mêmes. Nous avons presque 35 à 40 variétés pour les produits de légumes, aussi d'autres sortes de produits. Mais on aime bien aussi développer tout ça. Mais cette quantité, elle est seulement cette quantité de semences, elles servent seulement le producteur lui-même. OK? Et il n'y a pas de possibilité de se développer cet aspect ou bien cette pratique. Il faut une stratégie locale pour développer tout ça. Ça veut dire une stratégie, il faut des études, il faut un peu de financement pour travailler tout ça. Et malheureusement, l'autorité palestinienne, le ministère de l'Agriculture, ils n'ont pas fait des efforts pour renforcer ça. Les ONG en Palestine, ils n'ont pas fait des efforts. Même les donneurs, les pays, l'organisation internationale qui finance des projets chez nous, ils n'ont pas fait attention, ils font pas attention à ce niveau ou bien à ce type de projet actuellement, malheureusement. Donc, leur projet se concentre sur les aides agricoles. Les aides, donc, c'est la distribution des besoins pour l'infrastructure, pour les semences, pour la plantation et pour le marché. Mais jamais il travaille sur, c'est un programme technique pour développer les semences en Palestine. C'est pour ça, donc, pour nous, si on continue comme ça, dans cet aspect, donc, voilà, la Palestine peut-être, dans quelques années, ou dizaines d'années, ou vingtaine d'années, il y aura très peu de semences locales. Donc, peut-être rien. Parce qu'il y a des forces majeures de l'extérieur qui forcent les producteurs agricoles de laisser tomber leur production locale et changer le mode de production. Si on va faire attention à tout ça, donc il faut peut-être, ça commence par travailler, donc la meilleure chose, c'est travailler pour la sensibilisation des producteurs agricoles. Et deuxième chose, développer des coopératives locales de semences, des banques de semences. Et par exemple, nous, on a travaillé dans un village, il s'appelle Derbalot, c'est le nord de Ramallah, dans la région de Salfit. Et il y a des variétés de concombres là-bas. Donc, cette variété de concombres, mais après, il y a trentaine de variétés, des autres variétés de semences locales. On a trouvé que dans chaque maison, chaque producteur agricole, il a 5, 6 différentes sortes de semences. Mais depuis des années, jusqu'à maintenant, c'est la même quantité ou bien c'est réduit. Pourquoi c'est réduit? Parce qu'il y a l'héritage. Avant, la famille c'était grande, la famille possédait une grande terre. Après, avec le temps, donc, il y avait l'héritage, la terre s'était divisée par les frères et les sœurs. Et maintenant, il y a des gens qui ont laissé tomber leur terre parce qu'ils ont des fonctionnaires, ils ont travaillé ailleurs, ils travaillent n'importe quoi. Mais leur terre existe, mais elle n'est pas cultivée. La personne qui a sa terre qui cultive, maintenant, la mort
ce morceau de la terre, ou bien ce morceau de terre, il est petit. OK? Ça veut dire donc la quantité de semences est réduite. Et c'est pour ça, donc, plus en plus, on est en train de perdre de quantité ou c'est la qualité. Aussi, certains produits locaux commencent à se perdre. Par exemple, les, les pastèques à Génine. Les pastèques à Génine. Donc, avant l'année 67, 1967, les pastèques produites à Génine, c'était exporté dans beaucoup de pays arabes. Et maintenant, on ne trouve pas même, maintenant à Génine, on ne produit pas même ce type de pastèques. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on a perdu donc, les semences locales de la pastèque de Génine. Et ça, c'est un exemple. Mais aussi, il y a des autres exemples. C'est la terre transférée autrement. C'est Merci clair? Youssef. Oui, oui, c'est très clair. Merci pour, euh, pour ces réponses. J'ai encore quelques questions et après, je vous laisse tranquille Non, il n'y a pas pour de la souci, hein. journée. Pas de souci. Euh, Selon vous, quel est le rapport des paysans aux semences et aux variétés paysannes? Le rapport des... Oui, donc, il y a un rapport très fort, par exemple. Mais ça dépend aussi donc, de certaines zones géographiques. Quand on parle de Batir, c'est un village le nord-ouest de Bethléem, ok, de la ville de Bethléem. Et Batir, c'est très connu par les aubergines Batiri. Aubergine, Batiri. Batiri, c'est le nom du village. Ça veut dire l'aubergine de la région. Ça fait donc ça fait comme identification géographique, ou bien OAC, identification comme, comme appellation d'origine contrôlée, c'est ça. Vous voyez, c'est pas contrôlé, c'est pas, on n'a pas les normes, tout ça, mais ça fait ce type d'aubergine qui vient de bâtir, il a une norme géographique. Et les gens de bâtir, ils sont très fiers de dire, voilà, nous avons ce type de produit. Nous sommes le seul, quel que soit donc ce type ces variétés de produits et les plantes quelquefois en Palestine, mais toujours on dit c'est les aubergines bactéries. Ça veut dire c'est en référence. Les gens là-bas, ils sont très fiers. C'est pareil aussi que les concombres de Fakous, ils s'appellent. C'est une variété de concombres, Fakous, de bêtes sahour. On dit Fakous sahouri. Et aussi Fakous d'Herbalot. D'Herbalot, c'est un village. Les concombres de leur concombre, c'est un peu spécial aussi. On dit c'est Fakous d'Herbalot, Ballotti. Okay? Et là, donc, mais aussi, il y a d'autres exemples. Il y a des dizaines d'exemples comme ça. Mais comme je disais, donc, les gens sont très fiers. Il y a une relation très forte. Il y a un savoir-faire traditionnel pour traiter les semences. Traiter les semences. Mais on a un problème aussi pour les sélections des semences. Et les sélections, toujours les producteurs agricoles, ils font attention à sélectionner donc les bonnes, comment on dit, fruits, ou bien le produit même. Par exemple, quand on parle de Bettinjan, ils cherchent la plus grande, ils les prennent pour faire des semences. OK? Mais quelquefois, ce n'est pas la bonne méthode de sélection. Les bonnes méthodes, donc on ne va pas sélectionner une plante, OK, et comme ça. Donc, il y a différents critères pour sélectionner une plante, pour la laisser comme une plante mère. Ça veut dire pour faire les semences après. OK? Mais les gens, donc, ils n'ont pas cette connaissance. Et depuis des années, on n'a pas travaillé sur ça, sur la sensibilisation, sur la formation des producteurs agricoles. Et les producteurs agricoles, ils ont commencé à perdre cet lien, on peut dire, lien entre eux et les semences
qui le produisent. OK? Ça, c'est aussi un problème qu'on rencontre actuellement. Ouais, c'est un problème qui est quand même conséquent. Ouais. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous lister environ 10, c'est beaucoup, mais vous pouvez moins, hein, pas de souci, événements ou aléas, des événements naturels, économiques, sociétaux, politiques ou autres. Tout à l'heure, on parlait justement de la politique ou encore l'économie en Palestine. Donc, est-ce que, pardon, vous pouvez nous dresser la liste de quelques événements et aléas qui conditionnent et jouent un rôle sur la production agricole et sur votre territoire de manière générale? Ouais. Donc, la première chose, j'ai parlé de la terre, Mm. la fertilité de la terre et les maladies qui existent dans la terre. Et là, donc, il faut des méthodes pour les traiter. Et l'aspect de l'eau. Donc, la quantité d'eau, donc, est très rare chez nous. Et, et l'eau, donc, c'est très important pour la production agricole. Pas beaucoup de l'eau. Donc, aussi, donc, il faut connaître comment il faut maîtriser l'eau. Il faut comment maîtriser l'irrigation et l'optimisation de l'eau. Tous ces aspects, c'est très important pour nous. Et troisième chose, donc, l'atmosphère chez nous, donc, l'été chez nous, donc, est très chaud. Et il faut connaître aussi que chez nous, donc, la saison des pluies, ça commence au mois de novembre, décembre, jusqu'à mars, avril. À la suite, donc, il n'y a pas de l'eau, c'est sèche, et les températures très élevées. Donc, moyennement, donc, on est 28 à 30 degrés dans l'année. Donc, la pique, quelquefois 36, 36, 38, et c'est sec. Et là aussi, donc, c'est dommage, ça affecte directement aussi donc, l'agriculture, bien la production agricole. Et donc, quatrième chose, donc, le savoir-faire. Le savoir-faire traditionnel. OK? Maintenant, donc, la plupart des associations, on parle de l'agriculture, sustainable agriculture, ou bien l'agriculture durable. OK? Mais quand on parle de technologie, on parle d'aspects pour les grandes fermes, etc., au niveau industriel. Mais il laisse tomber les petits producteurs. Les petits producteurs, ce n'est pas la même les grands producteurs. Et pour nous, les petits producteurs, plus important que le grand producteur. Parce que la majorité chez nous en Palestine, c'est des petits producteurs. OK? Ça veut dire, c'est quoi l'agriculture durable pour un petit producteur? C'est le même niveau que les grands producteurs? Non, jamais. C'est pas la même. C'est pour ça donc il faut travailler autrement avec eux. Donc ça, c'est le savoir-faire. Et après, donc, le lien social. Le lien social, donc, lié à l'héritage. Comme je disais avant, donc, la terre, c'était très grande parce que c'était géré par une famille. La famille, maintenant, c'est divisé en différentes familles. La terre agricole s'est réduite. Donc, on a perdu aussi des valeurs sociales par rapport à la terre. Il y a beaucoup de terres en jachère. Il y a beaucoup de terres qui ne sont pas déprimées ou bien pas utilisées. Okay? Ça affecte directement le secteur agricole. Le septième, donc, oui, l'aspect politique en général. Donc, et l'aspect politique, il y a deux problèmes. La première avec la colonisation, la confiscation de la terre, confiscation de l'eau, mais aussi, donc, il y a l'aspect aussi qui, qui est lié à des colons eux-mêmes. Le colon eux-mêmes, donc, il vient couper couper les arbres, détruire les fermes, brûler les arbres aussi. Et s'il y a un citerne agricole, c'est de détruire le citerne agricole. Et tout ça, c'est des aspects qui affectent le secteur agricole. Et elles ont tout aussi, donc, elles ont confisqué des animaux, des brebis, des chèvres, etc. Elles ont tué pas mal des animaux aussi. Pareil. OK? Et même pendant les manifs, pendant l'incursion des soldats israéliens dans les villages, dans les villes, etc.,
il y a beaucoup des producteurs agricoles, ils ont perdu leur ferme, ils ont perdu plein de choses. Et quand ça se passe maintenant à Gaza, ils n'ont rien laissé. Mhm. Ok. Donc, huitième chose, la nouvelle génération. La nouvelle génération, malheureusement, la nouvelle génération en Palestine, c'est pas une génération agricole, c'est une génération qui est dans la tête, c'est la technologie, Mhm. le business, l'économie, tout ça. Le secteur agricole, c'est pas très intéressant pour eux. Donc, nous, on dit, c'est quoi le futur? C'est quoi le futur du secteur agricole qui va prendre le relais à la suite? Et comment? Et ça, c'est qui sera lien avec le deuxième chose. Euh, quel type d'agriculture il faut adapter en Palestine? Donc, nous sommes un petit pays et donc, on n'est pas, c'est pas la France. Donc, territoire très réduit, etc. Donc, ça veut dire en Palestine, c'est très facile de contrôler les méthodes de production. Est-ce que c'est des méthodes écologiques, biologiques, écologiques, soit des méthodes classiques? Classiques, ça veut dire utiliser les pesticides, les engrais chimiques, les pesticides extra chimiques, ok, les OGM, etc. Donc, et là, donc, on a un problème au niveau de la stratégie, on a un problème avec la décision des Palestiniens, quelle méthode de production il faut adopter pour le futur. Et ça, c'est aussi donc qui affecte, qui gêne aussi donc le secteur agricole. Voilà, il y a des autres aussi, mais voilà. Mais merci, franchement, c'était hyper complet cette liste du coup. Est-ce que, Issa, vous pouvez nous dresser la liste vraiment approximativement encore de 10 actions, euh, donc 5 à impact, enfin 10 actions à impact positif et 5 actions à impact négatif sur votre agriculture ou sur les initiatives agricoles de votre territoire? Euh, oui, enfin, Désolé. pas forcément 5 ou 10, mais quelques actions qui ont un impact positif sur votre agriculture ou sur les initiatives que Arab Agronomist Association impulse. Et 5 actions, du coup, qui, elles, ont un impact plus négatif sur votre... Enfin, en réalité, les actions à impact négatif, je pense qu'on les a déjà susmentionnées, mais c'est plus là, du Oui, coup, les actions à impact positif. d'accord, oui, ce sera. Donc, oui, par rapport aux les impacts ou bien les actions avec les impacts positifs, depuis des années, donc, par exemple, le triple A ou bien des autres organisations agricoles, on a travaillé sur le savoir-faire, ok, les formations pratiques. Et on a essayé d'un peu revenir sur l'agriculture, l'agriculture traditionnelle. Et là, donc, on voit plus en plus, il y a des aspects positifs qui, on a, avec, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, donc, la formation, l'apprentissage, aussi la, la propagande qu'on a fait au niveau de l'agroécologie, etc. Et elle a fait un lien très fort entre les consommateurs et le producteur. Et beaucoup maintenant, plus en plus, il y a beaucoup d'agriculteurs, de consommateurs qui cherchent de produire, de consommer seulement des produits agroécologiques, ou bien ils consomment des sources très connues. Par exemple, on sait que cette ferme, elle produit l'agroécologie, voilà, on achète de là. Et là, c'est un aspect, par exemple, je trouve, c'est un aspect économique, social très fort. Et deuxième chose, on a travaillé beaucoup sur des actions sur l'approvisionnement de l'eau. L'approvisionnement de l'eau et euh, comment on dit, la utilisation de l'eau. OK?
Donc, comme on dit en français, donc je viens de le dire, mais j'ai oublié. Mais quand même, chez nous, donc on a, comme je disais, donc on a notre terre ou bien notre région, c'est sec, ou bien sèche, oui. Et donc, pas beaucoup de l'eau. Alors, on essaie de profiter des quantités d'eau qui tombent pendant l'hiver, pour la réutiliser pendant l'été. Ok. Ça veut dire l'été, donc on creuse des citernes, des réservoirs souterrains dans les zones, comme on dit, montagneuses, dans les rochers extra, entre 50 à 100 mètres cubes. Ok. Après, on commence à collecter l'eau du ciel pendant l'hiver. Comme ça, on le stocke dans les réservoirs souterrains. Comme ça, on le réutilise pour la irrigation complémentaire des arbres, d'autres choses pendant l'été. Et ça, c'est aussi, il a aidé beaucoup la Palestine, le secteur agricole en Palestine. Troisième chose, l'investissement aux femmes. Et chez nous, donc, la plupart des jeunes, soit les hommes, ils quittent pour aller travailler, donc, soit dans les villages, dans les villes ou ailleurs, dans la zone de construction, l'économie, où il y a des rentabilités pas mal. Et qui gère la terre? C'est les femmes. Beaucoup de femmes chez nous, et on parle d'un pourcentage très important que les femmes gèrent la terre. Surtout donc la terre autour des maisons, le jardin, dans les villages, etc. Et ça, c'est une ressource de production très importante. L'investissement aux femmes au niveau savoir-faire, les pratiques, la transformation alimentaire et tout ça, et il a bien aidé au niveau agricole pour développer l'aspect agricole, même aussi la autosuffisance, la souveraineté même. Okay? Mhm. La troisième chose, donc l'investissement dans la biologie, les certifications bio et l'agroécologie. Mais principalement, c'est les certifications bio. Pourquoi? Euh, Maintenant, donc, la Palestine on exporte des produits, mais pas beaucoup. On produit principalement l'huile d'olive, les dattes, il y a des surproduction, des quantités. C'est des produits très importants pour nous, pour l'exportation. Et des petites choses aussi qu'on exporte. Mais quand même, nous avons donc, avec ce produit qu'on a lancé sur bio, l'huile d'olive et les dattes principalement, chaque produit, il va aller donc dans le monde, il va porter un message. Parce que la plupart des produits exportés comme produits bio, certifiés bio, il va aller donc à travers des organisations, associations, bien des compagnies de commerce équitable. La plupart, c'est du commerce équitable, ou soit des compagnies, associations qui ont de solidarité, ou soit ils ont des liens environnementaux. Et comme ça, donc, on passe un message par rapport à la Palestine, l'agriculture de la Palestine, etc. Et ça, c'est aussi beaucoup aidé à faire revenir, donc, renforcer le secteur agricole au niveau économique, parce que ça fait l'argent, c'est le plus important. Aussi, donc, on a reçu pas mal des aides pour renforcer cet aspect de la production bio. OK? Et cinquième chose positive, donc, on peut dire l'échange d'expérience. Échange d'expérience, ou bien on dit people to people, ou bien B2B, business to business. OK? Business to business, people to people. Et vraiment, donc, on avait aussi pas mal d'échanges avec des régions de Méditerranée. Bien des pays de Méditerranée, on peut dire la France, l'Italie, l'Europe, n'importe quoi, les pays arabes, tout ça. Et dans différents domaines, soit l'agroécologie, soit l'agriculture classique, etc., etc. Mais tout ça a donné, ou bien elle a ouvert des portes pour nous. Des Mhm. portes,
pour la technique, le savoir-faire, et la gestion de la terre, et le management de la terre, on peut dire, plein de choses. Et ça, aussi, c'est un aspect positif, c'était pour nous. Ah bah, cool. Alors, je terminerai avec cette question, Issa, du coup, quels sont vos espoirs pour la suite? Et, je suis pas tellement espéré, ou bien désespéré aussi. Ok. Parce que ça fait presque 28 ans que je travaille dans le secteur agricole, Mhm. mais je ne vois pas le secteur agricole chez nous a beaucoup développé. Parce que c'est lié avec l'aspect politique. Comme je disais, donc, toutes nos ressources sont très limitées, très contrôlées. Et là, donc, je passe sur la deuxième chose, c'est l'aspect général. La politique générale, l'occupation. Tant qu'il y a l'occupation, le contrôle de notre terre, de nos ressources, je crois que le secteur agricole, seulement nous, on ne fait pas le développement, on fait un travail maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la résilience. La résilience, ça veut dire garder la terre comme elle est, garder le producteur agricole sur sa terre. Et donc, on ne fait pas de développement, on ne fait pas beaucoup d'avantages. OK? Il n'y a pas beaucoup de résultats positifs chez nous. On est seulement, donc, on essaie un peu de garder la situation comme elle est. Ça, c'est la résilience. C'est pour ne pas dégrader, pour que les producteurs agricoles ne quittent pas leur terre. On essaie de faire des efforts pour la résilience, mais pas pour le développement. Mais j'espère, mais maintenant, dans cette période difficile, c'est vrai, on a commencé à perdre l'espoir, on est Mhm. un peu le moral, même on a commencé à perdre le moral chez nous. On voit que l'Europe, elle est silencieuse, ils font rien. Les Américains, tout le monde regarde. Il y a une guerre entre deux peuples, il y a des morts, il y a des catastrophes très, très remarquables, mais ils ne font rien, même ils soutiennent tout ça, ils soutiennent la guerre. Et c'est pour ça, donc, nous, donc, tant qu'il n'y a pas d'espoir, ou bien il n'y a pas de solution équitable pour deux États fiables, bien sûr, quand je dis un État fiable, ça veut dire qu'il faut qu'on ait accès à toutes nos ressources, à notre terre, aux frontières, tout ça, pour qu'on soit un État comme d'autres. Sinon, donc, il n'y aura pas de. Ouais. La situation va rester comme ça, ou bien elle va devenir pire, malheureusement. Mhm. Parce que la première fois, j'ai dit ça, mais quand même, c'est pas facile, surtout maintenant. Ouais, je comprends. Et sachant que là, enfin, en tout cas, nous, on suit bien l'actualité à distance et ça semble pas près de se calmer, malheureusement. Non, malheureusement, non. Et, plus, chaque jour, on vit un jour plus difficile que l'autre. Ouais, je Et comprends. donc, c'est pas facile. Notre quotidien, c'est pas facile. Par exemple, hier seulement, à Nablus, dans la région de Nablus, si on va compter combien des actions qui étaient contre les producteurs agricoles, contre les populations, soit les colons, soit les soldats, soit d'autres choses, on peut dire cinquantaine d'actions contre nous, contre cette zone de Nablus. Il faut voir combien de régions, combien de gens dans la Cisjordanie en total. Donc, ils ont brûlé des oliviers, ils ont coupé des oliviers, ils ont volé des oliviers, ils ont frappé les familles, les femmes, les jeunes, les hommes qu'ils ont dans leur verger pour qu'ils étaient en train de faire la cueillette. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital. OK? Et c'est interdit de sortir du village, c'est interdit d'entrer dans le village, interdit de circuler. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Donc, tant qu'il n'y a pas une volonté mondiale, même si c'est pas seulement palestinienne israélienne, Mhm. c'est des mondiales, il faut une solution qui sera imposée de l'extérieur avec une force, et il n'y aura pas de solution. Mhm. Toujours, moi, je dis, notre solution, c'est de l'extérieur, c'est pas de l'intérieur. Mais c'est tout à Même, fait vrai ce que vous dites, hein. ouais, malheureusement, vous savez bien qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Si on prend l'exemple de la France, Mm. dommage, et les Américains, c'est dommage, pareil, Ouais, dans tous non. les... Même les pays arabes.
c'est pas mieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont carrément abandonné le navire pour le coup. Bah, le Qatar qui essaye de se placer en médiateur là dans le conflit. Ils se sont réveillés il n'y a pas très longtemps, mais bon, qu'est-ce que ça va Ouais, donner, quoi. ouais, c'est ça. Ça, c'est une question qu'on se pose, mais je ne sais pas. Vraiment, Bah, ouais. c'est une histoire très compliquée. Mais j'espère donc qu'on n'a pas perdu tout notre espoir. On garde toujours l'espoir. Mais quand Mhm. même, dans des périodes difficiles, quelquefois, c'est difficile d'espérer les choses. Mais votre effort, votre soutien, qu'est-ce que vous faites aussi, c'est très important pour nous. Mm. Merci. Je, j'en doute pas. Bah, merci à vous, Issa, vraiment pour cet échange qui était très passionnant, très pertinent et Oui, très intéressant et oui, enrichissant, vraiment. Merci encore et merci, bonne journée. merci, merci. Toi aussi, hein? Ciao. Merci, au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Voilà, notre étape en Palestine s'achève ici. Un grand merci pour votre écoute. Et grâce à Issa et Mélissa, vous en savez un peu plus sur la situation agricole et les semences paysannes en Palestine. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous partirons pour la Tunisie. Alors restez avec nous pour terminer ce tour du monde. Si vous voulez en savoir plus sur ces rencontres internationales des semences paysannes, organisées par le réseau Semences Paysannes, la Maison des semences paysannes Maralpine et l'association SOL, vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître la richesse de la biodiversité cultivée du monde entier. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!